mes chers amis, bienvenue au Ciné-Club de Rico pour une nouvelle rubrique et vous voyez l'enfoiré qui est à côté de moi, Anthony Patstone. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, mon cher ami. Oui, c'est un plaisir de te oui, revoir. on était dû pour savoir. Aujourd'hui, on va parler de magnifiques films. Vous allez voir, on parlera pas de films de Walt Disney, par exemple. Hein? On va parler d'anatomie, d'autopsie, de snuff movie. Donc, ça va être super agréable. Ça va être bien mieux que les films de Walt Disney. Ben oui, écoute, c'est sûr que c'est une version pour adultes. Là, mais... Alors, si vous aimez ça, le cinéma un petit peu trash, des films d'horreur, des films sanglants, vous êtes à la bonne place! Oui. Parce qu'aujourd'hui, on va Yes, parler... on vous dit pas tout de suite les films dont on va parler. Restez là dans un petit instant au Ciné-Club de Rico. Ça va être extrêmement sanglant avec Anthony Patstone et moi-même. Bon, Tony, aujourd'hui, Yes. c'est un peu toi qui as dirigé la conversation. C'est un peu toi, dans le fond, qui m'a proposé qu'on fasse une émission sur des thrillers, des films un peu... Oui, des thrillers, on va dire dark, plus violents un peu, plus sanglants un peu, mais c'est quand même des thrillers. Ouais. Ça reste des thrillers. Ça peut se qualifier un petit peu dans l'horreur aussi. Ouais. Hein? Ouais. Ils peuvent... Les thrillers, on la cote en ce moment parce que en ce moment, au cinéma, les films qui marchent bien cet été, c'est des thrillers. C'est Obsession. Je sais pas si tu es allé le voir. Non, je l'ai pas vu encore, mais j'ai vu ta critique. En tout cas. Obsession, que j'ai beaucoup aimé, qui parle d'une espèce de souhait qu'un gars fait, que la fille de ses rêves tombe amoureux de lui. Finalement, elle va tomber en amour avec lui, puis pas à peu près. un peu trop, peut-être. Un peu trop, c'est ça. Fait que, tu sais, les gens qui ont vécu des relations toxiques, des choses comme twisted, ça. Vont faire des cauchemars en regardant ça. Puis il y a Backroom, puis il y a plein de films comme ça qui sortent, qui battent les gros blockbusters qui sont au cinéma. Mon fils, Salem, a vu Backrooms, puis il a beaucoup aimé. Oui, il aimait ça. Mais il faut dire que c'est un fan déjà des Backrooms. Hey, Backroom, c'est quoi? C'était des gens de légendes urbaines, ça? Il y a un peu cet aspect-là, mais c'est surtout c'est comme un jeu vidéo. Il regardait souvent des vidéos YouTube de Backrooms, des affaires comme ça. Il y avait des créatures là-dedans. Puis, en tout cas, moi, j'ai pas vu le film, là, ouais. Mais c'est ce que je connais un peu de Backrooms. C'est inspiré de ça? Ouais. Bon, fait que vous voyez les thrillers au cinéma en ce moment, les thrillers un peu violents, sanglants, ça marche bien. Fait qu'on a décidé de faire une thématique un peu avec ça. Étant donné qu'on parle plus de vieux films que de nouveaux films, maintenant on va vous parler de films des années 70, 80, 90. Vous allez voir, on va élaborer, on va parler de films qui parlent d'autopsie, d'anatomie, de snuff movie. Snuff movie, on en a parlé pas mal oui, c'est des sujets très sombres. Là. Et c'est le sujet du premier film qu'on aborde aujourd'hui, un film par un réalisateur, je crois, espagnol. Oui, espagnol, Alejandro Amenábar. Ouais. Voici le titre espagnol. En fait, c'est Thesis. Qui, dans le fond, veut dire... une thèse. Une thèse universitaire. OK. Ouais. Donc, c'est ça. C'est un film qui traite, entre autres, du snuff movie, là. Ben, pas à peu près. C'est le centre du film. C'est des snuff movies. C'est le centre du film, en fait. Ouais. C'est un film de 1996 par Alejandro Amenábar qui a fait The Others, hein, les autres. Après, je pense, ce film-là. Oui, The Others est venu après. Oui, 2001. Donc ça, c'est en 96. Thesis, il a fait également la musique Amenábar. Oui, j'ai vu ça, qu'il a fait la musique du film. Il y a une très, très bonne trame sonore. Ouais. Ça ajoute vraiment beaucoup de tension au film. Là. Qui est disponible sur cette édition-là. Qui est disponible, film, oui. Regardez ici. La trame sonore du film qui est disponible dans cette édition-là. C'est l'édition allemande de Wicked Vision. Ouais. Ici, vous avez les deux disques. Et vous avez la trame sonore, juste ici, là, le CD. Si je ne me trompe pas, c'est une édition qui est encore disponible, que vous pouvez encore vous procurer en ligne sur Internet. Ça vaut la peine parce que c'est une belle édition. Elle est lisible sur tous les lecteurs. C'est Region Free. Region Free, regardez ici, là, vous voyez que c'est les 3 régions. Là. Grosso modo, si on résume un peu, c'est quoi Thesis, l'histoire du film? Oui. Bon, c'est l'histoire d'une jeune étudiante, Angela, qui fait une thèse sur la violence dans les médias. Et puis là, elle s'accapare d'une vidéo qui semble être un vrai snuff movie. Ouais. Il y a quelqu'un qui se fait tuer en direct dans la cassette vidéo.
En fait, elle demande à un de ses professeurs, est-ce que tu pourrais me trouver une cassette ou des choses violentes là, pour ma thèse? Puis le professeur, je pense qu'il va regarder le film en premier, puis elle va le retrouver mort de peur d'avoir regardé ces images-là. Coudonc, qu'est-ce qu'il a vu le professeur qui était si pire que ça? Effectivement. Alors là, elle prend la cassette vidéo et elle la regarde elle aussi. Elle décide de la regarder. Oui. Alors, c'est un très, très bon thriller. Moi, c'est un de mes préférés. Hein. En termes de thriller, là. Oh, oui, c'est très bon. Le suspense, là. Le suspense est très efficace dans ce film-là. Là. La musique joue un rôle très important. C'est comme un autre personnage un petit peu. Là. Ça ajoute beaucoup d'atmosphère puis d'ambiance et de tension. Là. C'est vraiment un film, il y a beaucoup de tension. Elle rencontre deux jeunes hommes aussi. Il y a un étudiant, qui c'est un étudiant qui s'appelle Bosco. Et puis, il y a un autre que c'est un... c'est un fan de un petit peu un fan de films d'horreur. Là, elle développe une amitié avec lui, puis elle développe plus une amitié romantique avec Bosco. Mais là, j'en dirai pas plus parce qu'on va spoiler les gens. Mais c'est ça, elle va faire affaire avec un étudiant justement qui aime le cinéma à sensation, le cinéma de genre. Justement, lui, il va être le premier d'une certaine façon à regarder le film au complet parce que lui, il n'a pas peur de ça, tu sais, de regarder du sang puis des affaires. Plus c'est trash, plus c'est vrai, plus il aime ça. Oui, c'est ça. Et vous voyez un petit peu elle va découvrir tranquillement qu'il existe sur l'école où elle est, l'université où elle est, un réseau de snuff movie qui est là. Et qui est en arrière de ça? Est-ce qu'il y a des professeurs? Est-ce que c'est des étudiants? C'est ça. Vous allez le découvrir quand vous allez voir le film. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu le film et je l'ai réécouté quand tu m'as dit qu'on allait faire un truc là-dessus. Puis c'est vrai que c'est un maudit bon trailer. Oui, non, c'est vraiment très, très bon. Ça, j'ai découvert ça comme par hasard, ce film-là, dans les années fin 90, là. Je pense que c'est au Vidéo Centre-Ville, là. Moi, le premier film d'Amenabar que j'avais vu, c'était The Others, parce que tu m'avais dit que c'était un bon cinéaste, qui avait fait Thesis, que c'était excellent. Puis, les autres avec Nicole Kidman, là. Un film de fantôme qui est très, très réussi. Oui. Mais on aborde là-dedans le thème du snuff movie. Le snuff movie, dans le fond, il y en a beaucoup qui savent un peu c'est quoi, de quoi on parle. Dans le fond, c'est un film qui est fait avec des vrais gens qui meurent dans le film, des vrais gens qui se font tuer. Et c'est un peu une genre de légende urbaine, les snuff movies. Hein? Depuis des décennies, voire plusieurs décennies, on parle des snuff movies, surtout depuis l'arrivée de la vidéocassette. Là. C'est populaire, cette idée-là, qu'il existe des gens qui font des films. Puis il y a eu toutes sortes de films qui sont sortis à une certaine époque. Dans les années 80, il y a eu les faux documentaires Face à la mort qui on supposait qu'on voyait des morts pour vrai à l'écran. On a su plus tard que c'était truqué, ces films-là. C'était des films à effets spéciaux. Mais c'est un peu le kick que les gens avaient à l'époque, tu sais, de se dire en vidéo, on essaie d'explorer différents trips, tu sais, d'aller un peu dans les extrêmes. Puis ça, le snuff movie, c'est comme l'ultime. Même, vous savez, un film qui s'appelle Cannibal Holocaust, que beaucoup de gens doivent connaître. Il a même fallu que le réalisateur ait en cours pour prouver que justement, il n'avait pas tué ses acteurs. Tellement ça avait l'air réel. Donc, Cannibal Holocaust a quasiment développé une légende de snuff movie au début, là, tu sais. Il pensait que vraiment le cast, il avait filmé les cannibales en train de manger son cast. Là. Ça aurait été un peu sadique de sa part, en effet, mais ça s'est avéré que c'était... Fait que vous comprenez un peu le principe. Il y a Roberta Findlay qui avait fait un film qui s'appelait Snuff dans les années 70, je pense. Ça, je l'ai pas vu. Il parlait un peu de Snuff Movie aussi. C'était le thème du film. À la fin, on voyait supposément... C'était pas... Quand on le regarde aujourd'hui, c'est rien à comparer des films qu'on regarde aujourd'hui, là. Mais le snuff movie était abordé dans différents films. On va en voir quelques-uns aujourd'hui. Mais dans Thesis, c'est peut-être un des meilleurs exemples du genre. C'est peut-être un des films qui est le plus intéressant à regarder. Oui, l'actrice d'ailleurs, Anna Torrent, qui joue à Angela, là, est superbe là-dedans aussi. Oui, puis on l'a-tu revu ailleurs, elle? Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu dans... Je pense qu'elle a fait surtout des choses en Espagne. Dans son pays? Oui. Mais non, le film est baigné par l'ambiance est assez glauque. Oui. Puis il y a quand même des bons moments de
de thrill dans le film, de il y a suspense. des scènes, mais il y a des scènes mémorables là-dedans. Là. Je vais essayer de pas trop rentrer dans ça, mais la fin, entre autres, c'est provoquant. Là. C'est choquant. Ça a le petit côté de giallo aussi qu'il faut le mentionner. C'est un genre de whodunit, d'une certaine manière. Ouais. Il y a plusieurs suspects dans le film. On va suspecter beaucoup de... Vous savez que nous, on aime beaucoup les giallo. Ouais, c'est pas... c'est connu, hein? Ouais. Tout l'univers de YouTube sait qu'on aime les giallo. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté giallo. D'ailleurs, quand on regarde la pochette, on voit un gant noir avec la jeune fille, oui, l'actrice principale. Regardez bien là, le gant noir. Là. Ouais, ça fait très... C'est du giallo. On sait que les Espagnols en ont fait aussi du giallo. Oui, il y a effectivement du giallo espagnol. Ouais, puis on peut trouver des côtés un peu giallo là-dedans. Évidemment, les films qu'on va aborder aujourd'hui, il y en a un autre film italien dont on va parler tantôt qui est carrément giallo. Oui. Moi aussi, j'en ai écouté un aussi. Là. On va s'en reparler tantôt. Mais Thésis, en tout cas, c'est vraiment un film à voir. Moi, j'étais content d'une certaine façon de le redécouvrir parce que ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. J'avais la même édition que toi. Oui. Je l'avais écouté quand je l'avais acheté, puis j'avais adoré le film, mais on dirait que je l'ai mis encore plus à la deuxième écoute. C'est vraiment... Moi, je l'ai regardé au moins 3-4 fois, ce film. Au moins 3 fois. Ouais. Puis j'adore ce film-là. C'est pas juste parce que je l'aime que je veux en parler aussi, c'est parce que c'est vraiment parce que je veux le recommander. Je veux que les gens le voient, ce film-là. C'est un petit film à petit budget, mais ça paraît pas. Je veux dire, c'est très efficace comme film. Oui, puis évidemment, les amateurs de thriller le connaissent peut-être pas parce que justement, c'est un film étranger, c'est un film espagnol. Les gens connaissent plus les films américains. Y a-t-il un remake de ce film-là, quelque part? Non, à ma connaissance, il n'y a aucun remake de Thesis. De Thèse. Ouais. Moi, j'ai décidé de faire le tour un peu puis de regarder quelques films. Évidemment, je parlais de Snuff de Roberta Findlay. C'est un film qui est sorti dans les années 70. Ça avait fait l'objet de bien des critiques à l'époque. Ça avait été banni en Angleterre. Puis il y avait une controverse autour. Quand on le regarde aujourd'hui, c'est beaucoup moins... c'est plus rien aujourd'hui quand on regarde le film. Il y avait quand même ce côté grindhouse au film qui était intéressant. Le côté un peu sale. C'est un peu l'effet quand on regarde même Texas Chainsaw Massacre. On a presque l'impression d'en regarder un snuff movie à cause de la manière dont le film est tourné. Oui. Les acteurs sont tellement... quand la fille crie, on a l'impression que c'est vrai. On a l'impression vraiment que sa vie est en danger. Puis les acteurs sont tellement bons pour jouer des psychopathes qu'on a l'impression qu'on a affaire à des... on en a parlé déjà aussi de Texas Chainsaw Massacre. Hein. C'est un film très cru, là, justement, qui a l'air d'un petit peu un semi-documentaire. Là, Je pense que ça a été voulu par Toby Hooper, de donner un look très réaliste, très sale un peu à l'image. Qu'on a l'impression quasiment que c'est un film qu'on a découvert. Mais oui, ça fonctionne très, très, très bien. Et évidemment, avant de passer à autre chose, on va parler, je peux vous parler rapidement de 8mm que j'ai réécouté avec Nicolas Cage, un film qui n'a pas été très bien reçu quand c'est sorti à l'époque. Un projet qui était un peu edgy, il faut dire, pour un gros studio de faire un film comme ça. Et c'est tourné par Joel Schumacher qui avait fait les Batman. Ouais. Et Batman et Robin n'avaient pas très bien marché. Il faut dire qu'on peut comprendre que c'était assez mauvais, merci. Et après ce film-là, après avoir fait ces deux gros films-là, Joel Schumacher voulait revenir à quelque chose d'un peu plus... un film à moins gros budget. Il avait le goût d'essayer quelque chose de edgy. Et ça, c'est un projet que... Disons que c'était un des projets que la Columbia Pictures avait un scénario qu'il avait acheté. Si je ne me trompe pas, c'est le même scénariste qui avait fait Seven, Andrew Kevin Walker, qui avait écrit le scénario de Seven. Ah oui? Ouais. Oui, dessus, j'apprends quelque chose. Qui a écrit le scénario de 8mm. Donc, il était très populaire. Donc, on a décidé d'acheter le scénario. Et il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont été associés à ça. Il y a eu Robert De Niro, Mel Gibson, Nick Nolte. Il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont été associés à ce projet-là. Avant que Nicolas Cage prenne son téléphone et dise « Je veux faire ce film-là ». Et je pense, je fais un petit crochet à mon ami Karim de la chaîne Chacalac qui aime pas du tout Nicolas Cage, qui l'haït. Ben tiens, c'est pour toi. J'ai sorti un film de Nicolas Cage, mon cher Karim, 8mm. Et ça parle de snuff movie. Là-dedans, Nicolas Cage fait un inspecteur, un détective privé. Il reçoit un appel au début du film d'une vieille dame
qui est la femme d'un homme important qui est décédé. Et quand elle a ouvert son coffre avec ses affaires personnelles, les choses qu'elle n'osait pas aller voir parce que ça appartenait, c'était le jardin secret un peu de son mari, elle va trouver toutes sortes de choses, dont un film en 8 mm qui est assez dérangeant. Elle va demander à Nicolas Cage de le regarder et de valider si c'est selon lui, un faux film ou vraiment un vrai film où on voit quelqu'un. Il va regarder le film. Et sur le film, c'est assez dérangeant l'image qu'on voit. On voit une jeune fille qui est assise sur un lit, qui a l'air d'avoir peur. Et là, on voit un genre de bourreau avec une cagoule en cuir et un couteau. Oui. Il va commencer à la battre et il va finir par la massacrer à coups de couteau. Nicolas Cage sort de là, je dis Nicolas Cage parce que je me rappelle pas le nom de son personnage, là, mais il sort de là puis il est bouleversé. Là. Il se dit, là, ça a l'air vrai pas mal cette affaire-là. Et là, la veuve, dans le fond, de ce milliardaire-là, elle veut avoir l'assurance que ce film-là, c'est un faux. Donc, elle va demander à Nicolas Cage d'enquêter sur ce qui est arrivé. Elle veut, dans le fond, qu'il retrouve la fille et les gens qui sont sur le film pour valider que c'était vraiment un film de fiction. Fait que Nicolas Cage va aller à Los Angeles, il va rentrer un petit peu dans l'univers des films BDSM, hardcore. Il va se faire aider par un gars qui travaille dans une boutique, qui est joué par Joaquin Phoenix là-dedans. Il y a des piercings là-dedans, puis il y a des tatous. Puis il va aider Nicolas Cage dans son enquête parce que lui, il connaît bien le milieu. Et il va remonter un réseau, effectivement, de gens assez lugubres qui sont dans le porno, mais qui font aussi des films un peu extrêmes. Vous allez le découvrir en regardant le film. Il y a une bonne direction photo. Je pense celui qui a fait la direction photo, c'est Robert Elswit, qui avait fait la direction photo de Silence of the Lambs, je pense. C'était celui qui avait fait Silence of the Lambs? Silence of the Lambs? Non, en tout cas, je sais qu'il avait fait entre autres Boogie Nights, je pense, Robert Elswit. En tout cas, non, c'est un bon pas Silence. Je peux vous confirmer que c'est pas Silence of the Lambs. En tout cas, mais la direction photo est très, très bonne dans le film. C'est assez lugubre, c'est assez sombre. C'est un film qui n'a pas eu des bonnes critiques à l'époque, mais je pense que le côté puritain des Américains a fait qu'on a rejeté un peu le film. C'est un petit côté Taxi Driver, parce qu'à la fin, Nicolas Cage va essayer de rendre justice à la personne qui a été... ça fait très Taxi Driver, en effet. Oui. À la fin du film. Là. Mais c'est un film à redécouvrir. Je pense que les critiques ont été dures un peu avec à l'époque. Moi, c'est un bon petit film. J'aime bien ce film-là. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance, les acteurs sont bons. Et évidemment, ça parle de snuff movie. Donc, on est dans la thématique aujourd'hui de ces films-là. Et il y a ce film-là aussi. Je ne sais pas si tu l'as pas vu, tu penses à moi, je ne l'ai pas vu celui-là. Ouais. J'ai l'intention de le voir. Là. De Toshiharu Ikeda. Donc, il y a eu une suite, mais que j'ai pas beaucoup aimé, donc je vais vous parler surtout du premier. C'est un film qui est sorti, ma foi, c'était en 88 que c'est sorti, un film japonais. Et je vais vous montrer le back ici. Vous voyez que c'est assez lugubre comme film. C'est une équipe de télévision, dans le fond, qui cherche un peu à mousser leur code d'écoute. Les codes d'écoute sont en baisse. Puis, ils reçoivent une cassette au début qui montre la mort d'une jeune fille tuée à l'écran. Puis la reporter va décider d'enquêter avec son équipe parce qu'ils reconnaissent un peu où ça a pu avoir lieu, le meurtre. C'est une espèce de vieille usine désaffectée. Ils vont décider de se rendre sur les lieux pour enquêter sur ce qui s'est passé, voir si effectivement il y a eu des choses comme ça ou si c'est un faux film. Donc on veut en même temps monter les codes d'écoute de la station. Donc les producteurs de l'émission trouvent que c'est une bonne idée, dans le fond, qu'ils se mettent les pieds d'un plat dans cet endroit-là. Évidemment qu'il va se passer des affaires un peu trash là-bas, un peu surnaturel en même temps. Ça parle de snuff movie, mais en même temps, il y a un côté surnaturel un peu au film. Et il y a un petit côté giallo aussi. C'est toi qui aimes le giallo. Ah oui? Tu vas aimer, on reconnaît un petit peu, il y a un peu de giallo un peu à travers tout ça aussi. Ah, ben là, je suis rendu. Un giallo japonais. À consommer avec des baguettes. Donc, c'est excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Si vous aimez vos films plein de ketchup, bien violents, avec du gore, Evil Dead Trap, c'est un bon film qui parle de snuff movie. Je veux absolument le voir, celui-là. D'une certaine façon. Puis en même temps, il y a des développements assez intéressants dans le film. Et on a un petit film québécois aussi qui évoquait un peu les films snuff movie. C'était le film Les Chambres Rouges qui est sorti, je crois, il y a 2 ans.
Oui, à peu près. Un film réalisé par Pascal Plante, très très bon réalisateur québécois. Et moi, j'ai jamais été capable. Je l'ai écouté une fois, puis on dirait que j'ai jamais été capable de le réécouter, ce film-là. C'est pas parce qu'il est pas bon, mais parce qu'il m'a comme un peu brassé. Là, ça m'a... C'est très dur et c'est choquant. Il montre pas nécessairement la violence en soi, la fascination. Mais la façon que c'est fait, que c'est réalisé, très bonne réalisation de Pascal Plante en passant. Ouais. La façon que c'est réalisé avec les sons, tous les effets sonores, la musique, etc., ça fait qu'on ressent quand même la vidéo. Ouais. Du snuff movie. Là. On a l'impression de l'avoir vu. Même si on la voit pas, on a l'impression de l'avoir vu. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on voit des fois juste des extraits du tueur qui s'approche de l'écran, puis on voit du sang, puis on en voit juste assez. Juste assez pour dire que, oh là là, ça... Ouais. C'est très efficace. Puis notre imagination fait le reste. Des fois, on entend des cris en background, puis... Non, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Je pense qu'il a bien réussi son coup de nous faire... Je pense que c'était un petit peu l'idée de que ce soit pas le fun, nécessairement la vidéo. Ça parle de la fascination de deux filles pour un tueur en série qui est en procès pour avoir justement filmé ces meurtres pour le biais de gens qui payaient pour voir des choses comme ça sur Internet. Qui payaient pour voir des jeunes filles se faire violer, massacrer, torturer à mort. Donc, c'est un film assez lugubre, mais ça marche super bien. Et ça s'inscrit très bien dans la thématique de ce qu'on parle aujourd'hui. Donc, oui, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Là. Pour moi, c'est un des meilleurs films québécois depuis les 5 dernières années. Oui, mais en tout cas, ça brasse le système, ce film-là. En tout cas, moi, c'est ça. Moi, j'ai des enfants en plus, parce que c'est encore pire, parce qu'on... il est question d'enfants qui se font torturer là-dedans. Fait que ça nous ramène toujours un peu à nos propres enfants. On se dit ça doit être terrible des parents qui vivent ça. Ça doit être épouvantable. C'est la pire chose. On sent la terreur des parents aussi dans ce... Les victimes, les parents des victimes, on sent leur terreur et leur angoisse aussi dans ce film-là. Oui. Puis, non, très, très bon film que je vous recommande fortement sur cette thématique-là. Moi aussi. Et tantôt, on parlait justement d'un réseau de snuff movie dans une école, dans une université. Ça m'a donné le goût de parler d'un autre film qui se passe dans une université où il arrive des choses assez glauques. C'est le film Anatomie. Un film qui est sorti, je pense que c'est sorti dans les années 90 avec Franka Potente. 2000. Année 2000, au début des années 2000. 2000, je pense, oui. Avec Franka Potente qu'on avait découvert dans Run Lola Run. Ça avait été tout un choc, ce film-là. Ça avait été incroyable. Quand c'était sorti... on l'avait vu ensemble en passant. Oui, on est allé voir ça au Clap. Puis la façon, c'était Tom Tykwer qui avait tourné ça. La façon dont c'était tourné, le dynamisme. Une histoire qui était racontée, la même histoire, mais racontée plusieurs fois. Ça avait l'air nouveau à l'époque. Hein? Moi, je me souviens que j'avais pas vu de film vraiment comme ça. Non, c'est un film rafraîchissant. Ouais. Puis Franka Potente est devenue immédiatement une star avec ce film-là. Elle avait les cheveux colorés là-dedans. Elle bouffait l'écran littéralement dans ce film-là. C'était l'ensemble de tout ça avec la réalisation dynamique de Tom Tykwer. Ça racontait l'histoire, 3 fois la même histoire, mais d'une jeune fille qui doit sauver son copain qui va se faire battre par des gars de la mafia s'il n'amène pas un montant d'argent. Puis elle a genre 20 minutes pour essayer de trouver le montant d'argent. Elle court partout. En tout cas, c'est chaotique comme film, mais c'est super intéressant. Voilà pourquoi ça s'appelle Run Lola Run. Ouais. C'est un film allemand. Oui, c'est un film allemand. Et ça aussi, évidemment, c'est un film allemand. Anatomie, il me semble, en tout cas. Anatomie, c'est un film allemand, oui. Oui, c'est un film allemand. Et ça raconte l'histoire de Paula, là-dedans, qui est jouée par Franka Potente, qui est une étudiante en médecine qui score les meilleures notes. Puis elle va se faire admettre durant l'été pour un stage dans une grande université allemande qui est réputée pour ses cours d'anatomie. Ouais. Donc, elle va faire un stage dans cette université-là. Son grand-père est également allé, même je pense qu'il était directeur ou en tout cas un des administrateurs de cette. Il y a un chercheur qui a travaillé là, qui était très réputé. Donc, elle suit les traces de son grand-père. Son père aussi est médecin, mais un médecin qui est généraliste, donc qui est un peu moins ambitieux, mais
Elle décide vraiment qu'elle veut suivre ce stage-là. Elle arrive là-bas et elle commence à se faire des amis, à rencontrer des gens, notamment dans le train. Elle va rencontrer un jeune homme qui a des problèmes cardiaques, qui va tomber, elle va le réanimer. Personnage très important aussi. Un personnage important, même capital, parce que c'est un peu lui qui va starter un peu l'intrigue du film. Parce qu'elle va le retrouver à un moment donné, ce jeune homme-là, avec qui elle s'est liée d'amitié, sur la table d'anatomie. Il est mort. Nous, on sait ce qui est arrivé, mais elle ne le sait pas encore. Donc, dès le début du film, on sait, parce que les premières images sont assez chocs. Ouais. On voit un homme qui est sur une table d'opération en train de littéralement décharner, là, plus de peau sur le corps, puis il est encore vivant. Ouais. Puis il y a des chirurgiens en train de le charcuter. Déjà, tu sais dans quel film tu t'embarques. En train de parler, ils placotent entre eux autres en le charcutant, comme si... Oui, c'est ça. Ah oui, non, c'est... moi, j'ai adoré ce film-là. C'est assez... alors, on sait... Elle va découvrir, dans le fond, que dans cette université-là, il y a une espèce de je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un groupe d'anti-Hippocrates. C'est des gens, selon une espèce de légende de la médecine, qui auraient pratiqué des expériences sur des humains, des expériences anatomiques sur des sujets vivants. Donc, c'est des anti-Hippocrates parce qu'elle va trouver sur un des cadavres 3A, elle va faire une recherche, puis elle va tomber sur des documents historiques qui parlent justement, entre autres, durant la guerre, de médecins, de progrès de la médecine qui aurait été faite avec des médecins qui ont fait des expériences un peu traumatisantes, douteuses sur des patients vivants. Là. Oui. Et donc, on va découvrir ça, que justement, il y a puis il y a de ses camarades de classe qui sont mêlés à ça. Donc, sa vie va se retrouver en danger, évidemment, parce qu'elle va essayer de mettre à jour cette histoire-là. Elle va commencer à enquêter là-dessus et tranquillement, pas vite, elle va aller vers... l'histoire va prendre des ramifications où on va se rapprocher vraiment de la vérité. Oui, quand tu te rapproches de la vérité, des fois, la vérité n'est pas joyeuse, c'est dangereux. Est-ce que les professeurs sont impliqués? Ça, c'est la question. Est-ce que les professeurs sont impliqués? Qui est impliqué? Qui est impliqué là-dedans? Pourquoi? Comment? Oui, mais c'est un bon trailer, franchement. Là. Puis on peut penser à Thésis, on peut faire un lien avec Thésis parce que Thésis, dans le fond, ça se passe dans une université où c'est une jeune fille qui enquête sur un réseau de snuff movie. Et là, c'est une étudiante en médecine qui est dans une université qui enquête sur un réseau, d'étudiants en médecine qui mènent des expériences. Oui, c'est vrai. Il y a des similarités, oui. Il y en a un qui est espagnol, il y en a un qui est allemand. Mais il y a des similarités, effectivement, oui. Fait que Anatomie, le réalisateur qui a fait ça, c'est Stéphane Ruzowitzki. Je sais pas si je le dis comme il faut, mais... non, moi non plus, je pourrais pas le prononcer. Pas sûr que je le dis comme il faut, mais en tout cas, Anatomie, si vous l'avez vu, vous me le direz dans les commentaires, mais très, très, très bon film. Super bon, avec la belle Franca Potente, qui est toujours aussi excellente là-dedans, qu'on a vu aussi dans The Bourne Identity. Oui, c'est vrai, elle avait un personnage dans ça. Qui a joué là-dedans aussi. Oui. Tu veux-tu me parler d'un autre film? Oui, je veux parler, en fait, vous savez qu'on aime les giallo. Un peu. J'avais même fait un top 15, on avait fait une vidéo avec un top 15 des giallo. Ça a inspiré du monde en plus. Il y a des gens qui sont allés voir ça et que ça leur a donné des envies de voir certains films. Bien, tant mieux, j'espère que ça va donner, que je vais leur donner l'envie de voir ce film-là qu'on appelle Body Puzzle. Oui. Casse-tête de corps. On pourrait dire plutôt casse-tête humain. Casse-tête humain, oui, c'est ça. Mais le titre, c'est Body Puzzle, là, on s'entend. Là. Mais le film a un autre titre. Moi, j'ai sur mon Blu-ray, c'est écrit Mysteria de Lamberto Bava. En fait, Mysteria, c'était plus censuré. C'est une version... ça, c'était la fiche Mysteria qu'on a ici sur l'autre. Parce qu'effectivement, c'est ça, dans les commentaires audio, ils disent que Mysteria, c'est un petit peu censuré. Okay. Tandis que la version qu'il y a sur Raro Vidéo qu'on a ici, là, ça, c'est vraiment la version uncut. J'imagine que ta version aussi, c'est celle-là. Oui, c'est la version uncut. Uncut aussi. Oui, c'est la version uncut. Moi, c'est une édition qui est sortie en Angleterre, que j'ai fait venir il y a quelques années, mais moi, j'ai un lecteur région B. Je suis capable de le lire dans mon lecteur. Mais oui, en effet, 88 Films. Tu peux acheter tout, toi.
Ah, je peux tout acheter. Ouais. Quand tu es un lecteur multirégion comme ça, là, tu ne te poses plus de questions sur ce que tu achètes. Sinon, il faut que tu fasses plus attention. L'histoire du film, peux-tu nous la résumer un peu de Body Puzzle? Un peu, c'est l'histoire de... c'est Joanna Pacula, l'actrice, qui est quand même une actrice assez généralement connue, qui a joué dans plusieurs films. Et puis, et aussi des téléséries, si je ne me trompe pas. Donc, elle joue un personnage qui s'appelle Tracy. Okay? Puis Tracy est un petit peu en deuil. Là. Son mari, Abe, qui s'appelait Abe, est mort dans un accident de voiture. Et donc, cependant, il se passe des choses très étranges. C'est qu'elle reçoit des parties de corps chez elle. En fait, c'est la maison de ses parents, mais bon... Elle reçoit des parties de corps comme des mains, des doigts, un cœur. Dans son frigo, dans son frigo, oui, c'est ça. En tout cas, j'en dirai pas plus, là, mais... donc, il y a un détective qui s'appelle... Un policier, en fait, qui s'appelle Michael, qui est joué par Thomas Rana, qui, lui, arrive un petit peu dans le film, puis gère l'enquête. Okay? Ouais. Donc, c'est un peu ça. Puis, il semblerait, on dirait que, selon les indices, que Abe... le supposé mari mort de Tracy serait peut-être encore vivant. Ouais. Alors là, j'en dirai pas plus. Puis il n'y a pas de... quant à savoir qui est le tueur du film, il n'y a pas de mystère là-dessus. On le sait dans les premières minutes. C'est ça qui est intéressant. C'est un giallo un petit peu différent. Moi, j'appelle ça... Celui-là, je l'appelle un post-giallo. Ouais. Ça a été fait en 1992. Hein? On n'est plus dans les années 70, début 80. Là. Ouais. C'est vraiment un giallo des années 90. Il y en a eu quelques-uns, comme s'il est plus de Dario Argento aussi. Oui. Mais d'entrée de jeu, on sait c'est qui le tueur. D'entrée de jeu, on sait c'est qui dès le début. Oui. Donc, ça ne devient pas le qui, le whodunit, mais ça devient le pourquoi. Oui. L'histoire, l'enquête du film, dans le fond, on veut savoir pourquoi tout ça se passe. Donc, c'est un bon petit film. Un bon petit giallo, je ne l'ai pas mis dans ma liste des top 15 giallo, mais par contre, je pense que ceux qui aiment les giallo, là, et même les thrillers en général assez efficaces, là, c'est un bon film à voir, Body Puzzle, qui est réalisé par Lamberto Bava. Lamberto Bava! Le fils de Mario Bava. Le fils de Mario Bava, effectivement. Même le fils de Lamberto a aussi réalisé des films. D'ailleurs, t'as-tu vu le petit, un petit clin d'œil qu'il y a au début du film, parce que il y a le directeur du cimetière s'appelle Mario Fulci. Oui, je me souviens d'un Fulci, oui. Oui. Il y a un directeur de cimetière. Un hommage à Mario Bava et Lucio Fulci, parce qu'à un moment donné, il y a la tombe de son mari qui a été... disons, il y a des gens qui sont venus déterrer les restants de son mari. Puis là, le directeur du cimetière vient y parler, puis il s'appelle Mario Fulci. Très bonne remarque. Effectivement, un clin d'œil. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça dans le film. Je me suis dit, on a vraiment Lamberto qui rend hommage à ses maîtres. Il y a un autre giallo de Lamberto Bava aussi que je voulais souligner parce qu'il est vraiment superbe, là, excellent. Là. C'est une édition, je l'ai en édition de Severin. Oui. C'est A Blade in the Dark. Ça, c'est un autre giallo pur, là. Je dirais que... Ouais, c'est pas mal bon, ça. Qui a été fait dans les années 80. C'est-tu celui-là que c'est un gars qui compose une trame sonore pour un film? C'est-tu là-dedans? C'est ça. Puis, il loue une villa. Là, il arrive des meurtres. Évidemment, c'est typique giallo, celui-là. Là. C'est vraiment pas nécessairement... Là, on ne veut pas savoir le pourquoi, mais on veut savoir surtout le qui commet ces meurtres. Celui-là, il l'a fait dans les années 80, dans la période un peu du giallo. On était dedans. 83. Blade in the Dark, en effet, c'est très, très bon. Très bon. Puis, mais Body Puzzle aussi en vaut la peine. Là. Donc, si vous faites un programme double, faites-vous un programme double de Lamberto Bava. Body Puzzle et A Blade in the Dark. Il n'en avait pas fait un autre à un moment donné, Delirium. Oui, c'était très bon aussi. Oui, Delirium. Effectivement, oui. Delirium, des photos de Gia, qui est comme un petit peu le sous-titre du titre. Là. Je l'ai dans ma collection aussi, celle-là, mais ça fait longtemps que je l'ai vu. J'ai eu l'occasion. Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Blade in the Dark, je l'ai vu, ça fait pas si longtemps que ça. Puis Body Puzzle, j'ai eu l'occasion de le réécouter dans mon édition 88 Films pour l'occasion de cette chronique-là. Mais oui, en effet, écoute, c'est intéressant parce que
Justement, Body Puzzle, c'est moins connu un peu. C'est des gens qui aiment le giallo, peut-être il y a peut-être des gens qui ne l'identifient pas comme tel, comme un giallo, mais c'est un giallo. Ça a tout ce qu'il faut pour être un giallo. Ça a tout ce qu'il faut pour être un giallo, mais ça a été fait dans la période des années 90. Là, mais il s'en fait encore des giallos, vous savez, ou des clins d'œil au giallo. Oui, ben, tu sais, si vous regardez le film Maxine qui est sorti, c'est un giallo. C'est carrément un giallo. Il y a vraiment des éléments de giallo là-dedans, tout à fait. Tu sais, le tueur ganté, la façon dont les meurtres sont faits dans le film. Tu mettrais un nom d'un Italien, puis années 70 ou 80, puis ça marche, là, tout fonctionne. Ouais. On est vraiment dans l'univers du giallo. Bon film. La façon dont c'est éclairé, le film. Moi, je l'ai bien aimé. Je sais que ça a été peut-être le moins bien reçu, Maxine, des 3 films, là, X, de la trilogie X. Ouais. Mais moi, j'ai beaucoup aimé parce que justement, je trouvais qu'il y avait des éléments de giallo dedans. Ben, moi aussi. Moi, je l'ai adoré pour ça. Puis c'est ça qui est intéressant avec la série de films que Ty West a faite, c'est qu'il a réussi à comme parcourir différents genres du cinéma d'horreur. Ben oui. Et tu sais, le premier, c'était le cinéma d'horreur un peu années 70, comme Texas Chainsaw Massacre. C'est inspiré de Texas Chainsaw Massacre, le premier. Tu sais, quand tu regardes la maison, le look, le style. Je suis d'accord avec ça. Le deuxième est particulier parce que c'est quasiment un ovni cinématographique, le deuxième film. C'est un film d'horreur, mais en même temps, c'est un genre de mélodrame. Pearl. Quand tu regardes les vieux films de Douglas Sirk, la façon dont c'était éclairé, que c'était fait, tu vois vraiment qu'il y a une influence vers ça. Oui, ça se passe dans les années 50, puis effectivement. 40, 50? Oui. En tout cas, dans ce coin-là, il me semble que c'était à l'après-guerre ou pendant la guerre. Mais il y a des tueries quand même assez rough là-dedans. Là. Oui, il y a des tueries assez rough. Puis Maxine, dans le fond, c'est le dernier film, mais c'est la suite directe de X, le premier. Tu sais, puis vraiment, là, il est allé chercher, à mon grand bonheur, l'influence dans les giallo de Dario Argento, puis ces films-là, les films de Lamberto Bava. Puis, tu sais, c'est vraiment, mais plus de Dario Argento, là, on reconnaît vraiment le style un peu de ces grands maîtres italiens qui faisaient ce genre de cinéma-là. Dans Sergio Martino. Sergio Martino, évidemment, oui. Puis le tueur ganté, encore là, une fois, j'en parlais, l'éclairage, la façon dont le film est éclairé. Je sais qu'elle sort une lame à un moment donné, puis il va filmer ça, éclairer ça de façon éclatante. Comme le savait si bien le faire Argento, puis Martino. C'était des maîtres. C'était des maîtres pour faire des films. Moi, j'ai écouté un autre giallo aussi, qui était disponible dans la série Forgotten Gialli de Vinegar Syndrome. Ah, OK, c'est ça. C'est un film que j'avais déjà vu. Ça fait longtemps que je l'avais écouté. J'ai décidé de me retaper Autopsy. Je me suis dit, tiens, je parle d'anatomie, je vais parler d'autopsie aussi. C'est avec Mimsy Farmer, qui est une actrice américaine qui a tourné beaucoup en Europe. Là-dedans, elle fait une jeune femme qui travaille dans une morgue à Rome, en Italie. Et au début, ça se passe. On voit une série de gens de suicides un peu bizarres. Même un père qui a tué ses enfants, qui décide de s'enlever la vie. En tout cas, il y a une série de morts assez suspectes. On dit que c'est dû à la chaleur, qu'il y a comme une espèce de phénomène climatique qui amène les gens à se suicider. Elle travaille dans une morgue et elle va voir une fille. Elle reconnaît une fille qu'elle a déjà vue. OK. Dans les victimes. Dans les victimes. Oui, OK. Elle a un copain qui est un peu bizarre, qui est un genre de chauffeur de. Il fait des courses automobiles. Okay. Un genre de grand niaiseux, là. OK. Bon. On voit un peu la vie de cette fille-là. Elle travaille dans une morgue. Et là, il arrive un personnage qui est un prêtre, qui lui aussi est un ancien coureur automobile, qui a eu un accident, qui a décidé de devenir un prêtre à un moment donné. Et il prétend que la jeune fille qui est là, c'est sa sœur et qu'elle elle s'est pas suicidée, contrairement à ce qu'on veut prétendre, qu'elle aurait été victime d'un meurtre. Et là, l'histoire part là. Et là, Mimsy Farmer, je ne sais pas comment elle s'appelle là-dedans, là, mais en tout cas, elle va commencer à enquêter là-dessus, comme c'est le cas dans toutes les giallo. Il y a toujours une fille qui enquête sur quelque chose. Elle va essayer de trouver ce qui s'est passé. Il y a son père qui est mêlé à ça, qui aurait eu une relation avec cette fille-là. Elle va commencer à découvrir des indices un peu qui vont l'amener à croire, elle aussi, que c'était peut-être pas un suicide, cette affaire-là. C'était peut-être un suicide déguisé
Un meurtre déguisé en suicide, plutôt. Alors là, on parle d'un giallo, mais assez trash. Tu sais, c'est un petit côté trashy un peu. C'est dans les plus trashy, là. Ben, peut-être pas dans les plus trashy, mais tu sais, c'est pas... On n'est pas dans la même ligue un peu que les grands films de Dario Argento, là. Ouais. On est dans du giallo un petit peu plus série B, un peu. De second ordre un peu. De second ordre un peu, mais c'est le fun pareil. Oui, il y a quand même des bonnes scènes de meurtre. C'est intéressant. Si vous aimez un petit peu le côté trashy de vos giallo, ça, c'est le fun, Autopsie. Évidemment, le tueur, il y a un whodunit là-dedans. On se pose la question, c'est-tu le papa qui a tué? C'est-tu son copain? C'est-tu lui? C'est-tu lui? C'est-tu lui? Ça devient fatigant parce qu'à peu près tout le monde a l'air coupable dans le film. On va le savoir à la fin, c'est qui. Ça, c'est un bon giallo, par exemple. Quand on se demande, quand tout le monde devient un suspect, là. Ouais, tout le monde est suspect, donc c'est le fun. C'est le fun. C'est le fun à regarder, ça. C'est réalisé par Armando Crispino. Sais-tu c'est qui? Non. Moi non plus. Je pense pas que c'est un réalisateur qui a brillé par de nombreux grands films dans sa carrière. C'est son plus connu. Il est connu également, ce film-là, sous le titre de Victim. Ah oui? Ouais. Victim, OK. Et on voit un autre visuel ici, un peu de la pochette. On voit une tête de mort avec... Bon, vous voyez un peu. Oui, c'est intéressant. Écoute, ça fait partie de la vague de films que Vinegar Syndrome sortent, Forgotten Gialli, des giallos moins connus, qui sont pas nécessairement les plus prestigieux. Mais tu sais, pour des amateurs comme nous autres qui aiment ça tout voir, qui aiment ça voir des giallos, ben c'est le fun. Ils sont pas tous bons, les giallos qu'il y a sur ces coffrets-là. Il y en a qui sont ordinaires. Non, c'est pas pour rien qu'ils sont peut-être un petit peu les Forgotten Gialli, là. Ouais, c'est ça. Dans le sens que c'est les giallos oubliés un peu. Ouais. C'est parce que probablement qu'ils sont un petit peu, justement, de deuxième qualité, là, de second ordre. Mais il y a des pépites quand même là-dedans. Mais c'est plaisant à regarder quand même. Ouais. Puis Autopsie, ben, ça fait partie de ça. Puis c'est drôle un peu le titre du film parce que je trouve que le titre américain qu'ils ont mis de Victim représente mieux le film que Autopsie. Okay. Parce que l'histoire commence avec une salle d'autopsie, mais ça n'a pas trop rapport. Le reste du film, on abandonne vite l'idée, mais ce qui a marqué peut-être l'imaginaire des gens, c'est qu'on a mis vraiment apparemment dans le film, des vrais inserts d'autopsie, en tout cas. Ah oui? Ouais. Fait que c'est peut-être ça là, qui a fait que la réputation du film, le côté un peu trashy du film aussi. Là. Mimsy Farmer, je l'aime bien aussi. Elle a joué dans un giallo de Argento qui s'appelle Four Flies on Grey Velvet. Oui, c'est elle qui jouait là-dedans, c'est vrai. Ouais. Puis elle a joué dans beaucoup de films. Elle a tourné beaucoup en Europe, Mimsy Farmer. Elle a tourné même en France. Elle avait fait un film qui s'appelait La Traque, qui était, ça, je l'ai pas vu. Qui était pas mal bon, qui est sorti chez Le Chat qui fume. J'ai beaucoup aimé ce film-là. Ouais. C'est un film qui était considéré comme quasiment perdu, puis Le Chat qui fume l'ont restauré. Non, Le Chat qui fume, ils font de la qualité aussi. Ouais, ils ont fait vraiment du bon travail avec ce film-là. Fait que c'était les films aujourd'hui dont on voulait vous parler. J'espère que... On fait un petit résumé? Oui, on peut faire un résumé. Thésis. Alors, le premier, c'était Thèse, un film espagnol. Alejandro Amenabar. Amenabar qui a fait les autres, The Others, avec Nicole Kidman. Y a-tu fait d'autres choses? Excellent film d'horreur aussi. Y a-tu fait d'autres choses en passant à Amenabar de notable? Il a fait... tu sais, le film Vanilla Sky avec Tom Cruise, bon, mais il y a l'original espagnol, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'avait fait. Open Your Eyes, je pense. Avec Penelope Cruz. Oui, Penelope Cruz est dedans. Qui jouait dans le remake et l'original. Elle jouait dans oui, les deux. OK, mais en tout cas, l'original, c'est Amenabar qui l'a réalisé. OK. C'est effectivement un film d'Amenabar, oui. Ouais. Après ça, sa carrière a baissé un petit peu après les autres, là. Ouais. Il a essayé de faire une couple de films, là, mais ça a plus ou moins marché. Puis je me demande s'il fait encore du cinéma. Ah oui. Bon, pauvre Alejandro. Fais-nous un autre film comme Thésis. On est partant, on est preneur n'importe quand. Ensuite, on avait Anatomie. Anatomie avec la belle et séduisante Franca Potente qui joue une étudiante qui va mettre à jour un réseau de jeunes étudiants qui s'adonnent à des expériences scientifiques pour le moins douteuses sur des personnes vivantes. Donc, Anatomie. Oui, ensuite, on a Body Puzzle. Body Puzzle,
qui est l'histoire d'une jeune, oui, elle est jeune, là, mais une femme en deuil là, de son mari Abe, qui semble être encore vivant, malgré le fait qu'il devrait être mort. Donc, si vous voulez résoudre le mystère, écoutez Body Puzzle. J'ai parlé un petit peu de Evil Dead Trap. Évidemment, je n'ai pas donné tous les détails sur le film. Si vous aimez vraiment des bons films d'horreur, ça parle un peu j'en ai parlé parce que le film commence un peu avec un snuff movie. Ça va un petit peu dans tous les sens, comme bien des films japonais, mais c'est super le fun. Puis il y a un petit côté giallo aussi qui n'est pas pour me déplaire. Et en même temps, c'est sanglant. C'est un mélange de styles un peu. Vous allez avoir bien du plaisir. Si vous aimez le cinéma d'horreur, là, Evil Dead Trap, là, c'est une belle découverte. Et ça, c'est une belle édition de ce film-là qui est sorti chez Unhurted Classic. Donc, je vous le recommande fortement, Evil Dead Trap. Je sais pas s'il y a un autre visuel à l'intérieur, là, mais non, c'est la même affaire. C'est juste un slipcover, vous voyez. Mais ouais, très, très, très bon film. Il y a eu une suite aussi que j'ai acheté en me disant m'a trippé autant que le premier. Finalement, j'ai pas tellement aimé la suite, mais peut-être que vous l'avez aimé. Vous saurez nous le dire dans les commentaires. Ensuite, y a-tu d'autres snuff movies qu'on peut recommander? 8mm avec Nicolas Cage. Pas des snuff movies. Des films sur des snuff movies. Oui, que je recommande à Karim, mon ami Karim. Qui adore Nicolas Cage. Qui adore Nicolas Cage. Alors, mon cher Karim, c'est pour toi celui-là. Et moi, je l'ai aimé, Anthony aussi, donc on ne se sent pas trop coupable de ça, malgré que c'est un film qui n'a pas eu des très bonnes critiques lors de la sortie. C'est un bon petit film, selon moi, un bon thriller efficace. Oui, ça se regarde bien. Bonne direction photo, Nicolas Cage est efficace là-dedans. Et vous allez voir la fin, un petit côté, Taxi Driver, là. Intéressant, 8mm, il y a Joaquin Phoenix là-dedans, tout habillé en cuir, qui va aider Nicolas Cage à enquêter sur le milieu BDSM hardcore. On a parlé un petit peu des Chambres Rouges, film québécois, vraiment à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça avait fait sensation l'année que c'est sorti. Comme je vous ai dit, je l'ai vu une fois, j'ai eu de la misère, j'ai pas été capable de le regarder à nouveau. Moi, je l'ai vu 2 fois, donc j'ai eu le courage de le voir une deuxième fois. Mais oui, c'est très bon. Je vais le réécouter éventuellement, mais j'ai beaucoup aimé ce film-là. L'actrice principale qu'on voit là-dessus, là, est excellente, elle est super bonne. Oui. Alors, 2 filles fascinées par un tueur en série qui, justement, fait des snuff movies sur Internet. Et il y a un autre film de Lamberto Bava qui a fait Body Puzzle que je voulais également souligner, là, A Blade in the Dark. Ça, c'est un giallo pur là, des années 80, 83 environ. Là, donc, excellent aussi. Ça, c'est vraiment un whodunit. Là, on cherche à savoir qui a commis ces meurtres qui se déroulent durant le film. Contrairement à Body Puzzle, où on connaît le tueur déjà, mais on veut savoir pourquoi. Moi, ce que j'ai aimé beaucoup dans Blade in the Dark, là, juste pour rajouter un petit aparté sur ce film-là, Blade in the Dark, là, je trouve que c'est un des meilleurs films qui a été fait sur la musique de film, sur un compositeur qui fait une trame sonore sur un film, tu sais, qui élabore un peu sa trame sonore, qui cherche des idées. On voit le processus là-dedans. Le processus, oui, c'est vrai, Tu sais, c'est très bon. C'est fascinant au même point que on voyait dans, mettons, Blowout, le travail d'un preneur de son. Ah oui. Puis, tu sais, on mêlait une intrigue à ça. Mais là, on fait une intrigue giallo avec un preneur de son. Puis, on va inclure le son, on va avoir énormément d'importance dans l'histoire. Hein? Il y a des... donc, Blade in the Dark, oui. Lamberto Bava qui a fait des bons films. Il avait fait Demon qui n'est pas un giallo. Oui, Lamberto Bava est connu pour Demons 1 et 2. Oui, effectivement, c'est des films très connus. Puis il n'a pas fait que des bons films, il a fait des films ordinaires aussi au travers de tout ça. Il a fait un bon film d'action qui s'appelait Blast Fighter aussi, qui était excellent. On essaie de souligner les bons films autant que possible. Autant que possible. Mais en tout cas, c'était un plaisir de te retrouver, mon cher Tony, aujourd'hui. Donc, j'étais bien content de retrouver mon ami Tony et de vous parler évidemment de... Il fait beau. On a envoyé notre décor en arrière. On a décidé de ressortir à l'extérieur. Oui, c'est tellement beau. Et fort probablement que nos prochaines chroniques, on va les faire quand il va faire beau dehors, sur la petite terrasse. C'est le fun. Il manque juste la petite bière. Là. Ouais, mais ça s'arrange. Dans les prochaines chroniques, ça peut s'arranger. Donc, merci à tous d'avoir été à l'écoute du Ciné-Club de Rico.
Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des questions pour moi ou Tony, n'hésitez pas à nous écrire. On lit tous vos commentaires et on essaie de répondre à tout le monde dans les plus brefs délais. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé ça et n'hésitez pas, là, ça coûte pas cher de mettre un petit pouce d'appréciation et ça aide beaucoup la chaîne à se faire connaître dans l'immensité de l'univers YouTube. Alors, merci tout le monde. Et on espère aussi que vous allez regarder les films qu'on a recommandés, dont on a parlé aujourd'hui. Bon, au moins un ou deux, peut-être. Au moins tes S. Ouais. Donc, merci tout le monde et je vous dis là-dessus, bon cinéma et on se retrouve dans quelques jours. Bye.